Laurent Obadia, qui est effectivement réputé comme être un très proche de Macron. Quand on prononce son nom sur la place de Paris, tout de suite il y a des réactions de crainte, c'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on craint beaucoup, on redoute ses mauvais coups, ses réseaux, sa redoutable intelligence, c'est-à-dire que même ses ennemis les plus farouches reconnaissent en lui un autodidacte vraiment redoutable. Il y aurait une sorte de pacte entre Laurent Fouché et Laurent Obadia, où Laurent Obadia protège actuellement Laurent Fouché puisque c'est Emmanuel Macron qui est au pouvoir, et dans le cas où Marine Le Pen, ce qui est une possibilité, arrive au pouvoir, ça serait Laurent Fouché qui protégerait Laurent Obadia. Donc il y a des intrications, et ça peut peut-être expliquer aussi pourquoi finalement on a laissé 8 millions d'euros d'argent sale rentrer sur le territoire français et sauver le parti de Marine Le Pen. Salut à toutes et à tous, il est 8h09, vous regardez le média, vous regardez toujours le média. C'est désormais le moment de lancer la deuxième partie de cette contre-matinale, la dernière d'avant le premier tour de la présidentielle, la dernière en direct en tout cas, parce que demain ce sera une matinale préenregistrée. Alors j'ai à mes côtés mon camarade et confrère Thomas Dietrich. Thomas qui travaille, comme beaucoup d'entre vous le savent, à la résurrection de notre pôle enquête. Il vient nous pitcher sa dernière pièce d'investigation, un article réservé aux abonnés, abonnez-vous, et dont le titre est « Laurent Obadia, la sulfureuse éminence grise de la Macronie ». Nous allons voter demain, et il est important de connaître le système qui nous a dirigés depuis 2017 et qui entend nous diriger jusqu'à 2027. Certes, on connaît déjà les figures qui sont ou ont été sous les feux des projecteurs, comme Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, considéré par certains comme le vice-président, comme les déchus, Siben Ndiaye et Benjamin Griveaux, comme Ismaël Émélien, comme Alexandre Benalla, comme l'influente Mimi Marchand. Mais on connaît moins d'autres figures centrales mais secrètes, comme Laurent Obadia, un des hommes les plus puissants de Paris, qui se trouve à l'intersection entre les mondes de la communication, du renseignement et des réseaux d'argent trouble. Pendant plusieurs mois, Thomas, tu as enquêté sur cet homme dont l'itinéraire nous en dit beaucoup sur la Macronie telle qu'elle est en elle-même. Ça va, Thomas ? Ça va très bien, et toi ? Ça va. En vérité, tu tombes sur Laurent Obadia un peu par hasard, alors que tu enquêtes sur Laurent Fouché, la figure de la France-Afrique liée au Kazakhstan, qui a sauvé le parti de Marine Le Pen, et Marine Le Pen, donc, sa carrière politique d'une ruine certaine en 2017. Oui, c'est-à-dire que pendant des mois, j'enquête sur cet argent sale qui a sauvé à la dernière minute Marine Le Pen en 2017. Cet homme d'affaires qui s'appelle Laurent Fouché, qui a fait beaucoup d'affaires troubles en Afrique, qui prête 8 millions d'euros, qui proviennent de paradis fiscaux. Et j'ai enquêté pendant des mois, et notamment j'arrive à prouver que cet argent-là, cet argent qu'a Laurent Fouché, vient pas d'une fortune personnelle qu'il aurait honnêtement gagnée, mais d'argent qu'il a escroqué à des oligarques du Kazakhstan, qui sont des opposants et qui sont réfugiés en Europe. Et c'est vrai que Laurent Fouché, c'est un personnage d'influence, c'est un peu un vieux dinosaure de la France-Afrique, donc on le retrouve aux confins de plein de réseaux, du fils de François Mitterrand, Jean-Christophe Mitterrand, de Claude Guéant, et je vois passer le nom de Laurent Obadia, qui n'est pas un nom inconnu, mais qui n'est pas très familier du grand public. Le seul journaliste d'investigation qui a un peu travaillé sur lui, c'est Marc Andevel dans ses 2 bouquins, Macron le grand manipulateur et l'emprise. Mais ce n'est pas un nom qui fait la une des médias, comme a pu le faire celui d'Alexandre Benalla. Ce n'est pas un intermédiaire qui est très connu, alors qu'il est très intéressant. Et quand on prononce son nom sur la place de Paris, tout de suite, il y a des réactions de crainte, c'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on craint beaucoup, on redoute ses mauvais coups, ses réseaux, sa redoutable intelligence, c'est-à-dire que même ses ennemis les plus farouches reconnaissent en lui un autodidacte vraiment redoutable. Et donc, effectivement, c'est quelqu'un qui a côtoyé Laurent Fouché. Ils ont été ensemble, ils se sont rencontrés d'abord au Congo dans les années 2000. Laurent Fouché travaillait dans le pétrole, et puis Laurent Obadia était présent aussi puisqu'il a des réseaux africains, et ils se sont recroisés effectivement sur l'affaire des oligarques kazakhs, puisque les oligarques kazakhs ont fui le Kazakhstan pour se retrouver en Europe, puisqu'ils étaient les opposants à la dictature locale, et le président kazakh Nursultan Nazarbayev a poursuivi ces opposants-là en les accusant de malversation financière.
c'est deux opposants très riches. Il y a notamment Mukhtar Ablyazov, qui est un ancien banquier, un milliardaire, qui est devenu l'ennemi numéro un, l'ennemi juré du régime kazakh. Et donc, Laurent Fouché est devenu un peu l'homme de paille de ces oligarques kazakhs, parce qu'il les a aidés à cacher leur argent dans des pseudos investissements en Afrique. En fait, on va se rendre compte que Laurent Fouché escroque ses Kazakhs et garde tout l'argent pour lui. Et je me rends compte que ce Laurent Obadia-là, qui est effectivement réputé comme être un très proche de Macron, qui est le mentor d'Ismaël Emeyen, qui a longtemps été le conseiller spécial d'Emmanuel Macron, qui a aidé dans toute la période de l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, quand il est au ministère de l'économie, après pendant la campagne, et qui va être son conseiller spécial à l'Élysée jusqu'en 2019, Laurent Obadia va être le conseiller en communication de ces opposants kazakhs-là, de ces oligarques, et va être accusé d'avoir joué un jeu très trouble, un jeu qui relève plus de l'espionnage que de la communication. En tout cas, on est frappé par la connivence, les connexions entre vraiment le cœur nucléaire de la Macronie et le cœur nucléaire du système Le Pen. Deux personnes qui, a priori, devraient être ennemies, mais en fait qui font des choses ensemble. Donc on parle donc de Laurent Obadia et de Laurent Fouché. Ah oui, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que moi, j'ai confronté Laurent Obadia, qui a reconnu que Laurent Fouché était un ami, mais qui n'avait jamais eu de relation professionnelle ensemble. Mais une pièce qu'on révèle dans l'enquête que je sors aujourd'hui, c'est qu'il y a une facture de 26 000 francs suisses, soit 20 000 euros, où Laurent Fouché offre une semaine de vacances à la montagne à Laurent Obadia. Alors, quand j'ai appelé Laurent Obadia a nié, parce que c'est quand même un gros montant, et on peut se demander est-ce que c'est un simple cadeau ou c'est quelque chose d'intéressé. Mais en fait, j'ai pu avoir en ma possession, on le publie dans l'enquête, plusieurs mails qui montrent que Laurent Obadia a bien accepté ce cadeau, et on peut se poser pourquoi il l'a accepté. Et c'est vrai que les deux hommes sont toujours en contact, malgré le fait que Laurent Fouché ait prêté 8 millions d'euros au Front National et que Laurent Obadia soit devenu un très proche d'Emmanuel Macron, même s'il est aujourd'hui le numéro 2 de Veolia, on en parlera plus tard, le directeur de la communication de Veolia. Donc c'est vrai qu'il y a certaines sources qui osent même croire qu'il y aurait une sorte de pacte entre Laurent Fouché et Laurent Obadia, où Laurent Obadia protège actuellement Laurent Fouché puisque c'est Emmanuel Macron qui est au pouvoir. Et dans le cas où Marine Le Pen, ce qui est une possibilité, arrive au pouvoir, ça serait Laurent Fouché qui protégerait Laurent Obadia. Donc il y a des intrications, et ça peut peut-être expliquer aussi pourquoi finalement on a laissé 8 millions d'euros d'argent sale rentrer sur le territoire français et sauver le parti de Marine Le Pen. Parce que ce Laurent Fouché-là a condamné à de multiples reprises à rembourser des prêts qu'il avait pris et qu'il n'avait jamais remboursés. Son argent, il l'a caché dans des paradis fiscaux. Donc normalement, ça aurait dû, dès que ces 8 millions d'euros sont arrivés sur le sol français, ça aurait dû déclencher des alertes rouges. Sauf qu'en fait, il n'y a rien eu. Effectivement, il y a une réaction du côté de la banque, du Front National, la Société Générale. Mais du côté de Tracfin, on a mis quand même 2 ans avant que Tracfin, qui est notre service anti-blanchiment, fasse une alerte au niveau du parquet national financier. Et depuis, on est quand même sans nouvelles, alors que ce Laurent Fouché a un profil quand même très particulier, très trouble, et cet argent-là est, disons-le, pas gagné honnêtement. Donc, est-ce que finalement, on a laissé cet argent arriver sur le compte du FN parce que le FN en avait vraiment besoin. C'est-à-dire, il faut se rappeler du contexte. Sans ça, c'était la fin. C'était la fin. On est après le deuxième tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen vient de se prendre une claque. Et le problème, c'est qu'elle est en déficit. C'est-à-dire que si elle n'arrive pas à équilibrer ses comptes de campagne, ils ne seront pas validés par la commission des comptes de campagne. Et donc, le contribuable ne pourra pas rembourser les dépenses qui ont été engagées à l'élection présidentielle. Donc, c'est la faillite du Front National. Et ces 8 millions d'euros arrivent comme par enchantement, partant un peu de l'île Maurice, passant par Abu Dhabi, et sauvent le Front National. Donc est-ce que finalement, on aurait laissé sauver la meilleure ennemie d'Emmanuel Macron, en tout cas celle qui était un peu l'assurance vie à l'époque d'Emmanuel Macron. Parce qu'en fait, oui, le deuxième tour Le Pen-Macron en 2022 était déjà dans tous les esprits. Et finalement, ils ont fait tout pour y arriver. Et il y a des vraies intrications, ça veut dire on le sait, entre la Macronie et l'extrême droite. Mais sur ce prêt en particulier, il n'y a pas que la relation entre Laurent Fouché
et Laurent Badia, il y a la relation entre l'intermédiaire qui a fait le prêt et la Macronie. Et cet intermédiaire, il s'appelle Jean-Luc Schaffhauser. Alors, c'est un personnage qui est proche de Moscou, qui a ses troupes, qui a été député européen du Front National entre 2014 et 2019. Et c'est lui qui, à plusieurs reprises, va décrocher des prêts pour le Front National. D'abord un prêt d'une banque russe, qui n'a d'ailleurs toujours pas été remboursé par le Front National, et ensuite ce prêt de Laurent Fouché. Et il va toucher des commissions pour ce prêt. Notamment, le prêt de 2017, c'est des commissions qui se montent jusqu'à 300 000 euros. D'ailleurs, la justice enquête là-dessus et a perquisitionné le domicile de Jean-Luc Schaffhauser. Mais quand on lit un peu entre les lignes, on se rend compte que Jean-Luc Schaffhauser a aussi organisé une rencontre. Alors ça, c'est sorti dans la presse camerounaise, mais ça n'a jamais été démenti. C'était vraiment très bien informé. Il a organisé une rencontre en 2019 entre Alexis Kohler, qui est le secrétaire général de l'Élysée, donc le vice-président que tu évoquais tout à l'heure, et le secrétaire général à la présidence camerounaise, Ferdinand Ngo. Pourquoi cette réunion ? C'est parce que, alors, les gens ont supposé, mais il y avait la renégociation de l'attribution du port de Douala, qui précédemment était à Vincent Bolloré. On sait la concurrence qu'il y a entre Vincent Bolloré et Emmanuel Macron. Et comme par magie, comme par enchantement, quelques mois plus tard, quelques mois après ce rendez-vous qui aurait été organisé par Jean-Luc Schaffhauser, le contrat a été donné à MSC, qui est une compagnie italienne, mais dont la famille, qui est le principal actionnaire, a des liens avec Alexis Kohler. Ouais, c'est la famille d'Alexis Kohler. C'est la famille d'Alexis Kohler. Donc, il y a vraiment des liens, il y a des intrications qui expliquent peut-être pourquoi on ne s'est pas vraiment intéressé à ce prêt de 8 millions d'euros. On a dit que oui, c'était un homme d'affaires français qui avait sauvé le Front National sans se préoccuper de ce qu'il y avait derrière. Donc, en gros, c'est un député, un ancien parlementaire RN qui est en fait l'intermédiaire au Cameroun de la Macronie pour obtenir des gros marchés. On croit rêver. Alors, au-delà de cette très étrange collusion avec le bienfaiteur de Marine Le Pen, Laurent Obadia est un communicant aux 1000 réseaux. En tout cas, comme Alexandre Djouri, il a été formé à l'influence et au fric, il faut le dire, au fric pas très net, par la droite. Il a cheminé avec la Sarkozy avant d'être débauché par la Macronie. Ça, c'est aussi une sorte de constante dans les hommes de l'ombre de la Macronie. Ils viennent souvent de la Sarkozy. Alors, il faut raconter un peu le parcours de Laurent Badia, parce que c'est quelque chose qui n'a pas été beaucoup raconté, et c'est digne d'un roman de Balzac. Laurent Badia vient d'une famille très modeste de Clichy, donc de banlieue parisienne. Alors, il a, c'est pour la petite anecdote, parce qu'on ne choisit pas sa famille, mais son grand-oncle est Jean-Claude Pérez, qui est un des fondateurs de l'OAS en Algérie, et son oncle est Francis Pérez, qui est le roi des casinos en Afrique, et qui est très proche de certains dictateurs. C'est pour ça que Laurent Badia va pouvoir très facilement s'intégrer dans des cercles de pouvoir en Afrique par la suite. Et donc ce Laurent Badia commence sa carrière très modestement, puisqu'il est professeur de ping-pong à la municipalité de Clichy. Mais il va faire des rencontres petit à petit au cours des années 90, notamment avec un monsieur, peut-être les plus anciens s'en souviennent, qui s'appelle Didier Schuller, qui a été mêlé dans des affaires de financement occulte du RPR. Et grâce à ces rencontres-là... les gens d'un âge vénérable comme nous s'en souviennent, oui. Et qui avait, au lieu de se rendre à la justice, qui était parti faire bronzette aux Bahamas, qui avait fui la justice. Et donc, effectivement, petit à petit, il va se reconvertir et il va entrer à Vivendi Environnement, qui est l'ancêtre de Veolia Environnement. Il va se reconvertir dans le conseil, il va travailler à Euro-RSCG, qui est l'ancêtre de Havas, qui est aujourd'hui détenu par la famille Bolloré. Il va devenir quelqu'un de très en cours sur la place de Paris. Il va devenir notamment, alors il y a eu quelques articles qui sont sortis à l'époque assez savoureux, il va devenir le communicant de Liliane Bettencourt, la milliardaire, au moment où Liliane Bettencourt est prise dans une tempête médiatique absolument incroyable, puisqu'il y a la question de sa mise sous tutelle, et puis on l'a soupçonné d'avoir été un peu trop généreuse avec l'entourage de Nicolas Sarkozy. Et donc Laurent Badia, pour 80 000 euros par mois, 80 000 euros par mois, c'est quand même une coquette somme, va assurer la communication de Liliane Bettencourt et va l'emmener dans des voyages, et notamment à l'île Maurice. Parce que si on parle de Laurent Badia, on doit aussi parler de l'île Maurice. Parce que justement, sa carrière connaît un accélérateur quand il réussit à se créer des réseaux forts à l'île Maurice, un paradis fiscal bien plus ensoleillé et plus discret que le Luxembourg, par exemple. Oui, alors il y a aussi un personnage qui est incontournable dans la carrière de Laurent Badia, qui est une autre sorte de self-made man, une sorte de Rastignac, qui sont un peu pareils. C'est des personnages qui se sont construits eux-mêmes et qui fascinent d'ailleurs. Ça, c'est Alexandre Djouri. Il va devenir très proche d'Alexandre Djouri. D'ailleurs, en 2004, ils vont même finir en garde à vue ensemble pour avoir frappé un intermédiaire au Palace Georges V, ça avait fait les choux gras de la presse, et ils vont être pendant des années très proches, et Alexandre Djouri va ouvrir les portes des réseaux de la Sarkozy à Laurent Badia.
C'est vrai qu'Alexandre Joury est un des hommes de l'ombre incontournables de la Sarkozy, une sorte de prince occulte de la République. Il va bien évidemment tremper dans l'affaire du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2017 par la Libye. Financement dont on soupçonnera une partie d'avoir transité, en tout cas d'avoir été planqué à l'île Maurice. Et effectivement, on ne peut pas comprendre Laurent Badia sans comprendre son ancrage à l'île Maurice, parce que dès la fin des années 90, il se retrouve là-bas. Alors on ne sait pas trop comment, parce qu'il y a des zones d'ombre dans son parcours. C'est quand même quelqu'un qui est communicant, mais qui est très très lié au service de renseignement, notamment à la DGSE, et il se retrouve là-bas. Il devient conseiller économique du Premier ministre. D'ailleurs, pendant des années, alors qu'il continue à travailler pour Veolia, il va continuer à être conseiller commercial de l'ambassade de l'île Maurice à Paris. Il va avoir plein de fonctions comme ça. Par exemple, on le retrouve au Gabon, où il va être carrément être dans la délégation officielle du président Ali Bongo, qui est quand même un despote et un dictateur et qui a succédé à son père. Délégation qui se rend à un sommet officiel sur le climat et sur le développement durable à Rio en 2012. Donc, c'est un personnage qui évolue dans plein de milieux, qui va effectivement continuer son ascension à Veolia. Il va devenir le directeur de la communication et le bras droit de l'actuel PDG Antoine Frérot. Et aujourd'hui, il en passe de devenir le numéro 2. C'est pas rien pour quelqu'un qui est parti de rien et qui s'est hissé à la seule force de son intelligence et de son entre-gens. Alors, il fait progressivement son coup de trot à Veolia, comme tu le dis, mais il continue de nombreuses barbouzeries à titre privé, en toute impunité. On le retrouve en France-Afrique, mais aussi dans l'ex-Union soviétique, où il fait des coups, alors qu'il travaille quand même pour une boîte respectable, et il fait ces coups-là en toute impunité. Donc on commence peut-être par la France-Afrique. Oui, alors bon, effectivement, la France-Afrique, alors... Il aide par exemple au Congo une société qui s'appelle Morel & Prom à obtenir un contrat. Effectivement, sa proximité avec l'île Maurice est importante et attire de nombreux hommes d'affaires, parce qu'il faut savoir que l'île Maurice est devenue petit à petit un paradis fiscal, très envié. Et effectivement, l'entre-gens de Laurent Badia là-bas peut beaucoup aider et peut lui ramener beaucoup d'amis. Mais c'est moi ce que je révèle dans cette enquête, c'est véritablement ce qui s'est passé avec plusieurs oligarques. Ça veut dire qu'il a carrément fait de l'espionnage de plusieurs oligarques pour le compte de mystérieux clients. Alors, il est à cette époque-là, on est en 2013-2014, il travaille pour Veolia, il est directeur de la communication, mais il est toujours très proche de la Sarkozy et notamment de Bernard Squarcini, qui est l'ancien directeur des renseignements intérieurs de Nicolas Sarkozy, le maître espion de Nicolas Sarkozy, qui, en 2012, a été débarqué par la gauche, qui a pris sa retraite de la fonction publique et qui a fondé son cabinet privé. Et moi, ce que je révèle, c'est certains échanges entre Bernard Squarcini et Laurent Badia, où en fait, Laurent Badia demande à faire espionner un milliardaire ukrainien qui n'est pas n'importe qui est Igor Kolomoïski, qui est le mentor de Zelensky. C'est lui qui fabrique l'actuel président ukrainien, parce que c'est lui qui Kolomoïski possède la télévision ukrainienne 1+1, dans lequel Zelensky va jouer son rôle, tu sais, de cette série où il joue le rôle d'un président, et c'est lui qui va véritablement propulser Zelensky pour le mettre au pouvoir. D'ailleurs, Kolomoïski est un personnage assez sulfureux, puisqu'il est accusé d'évasion fiscale, il est accusé aussi d'avoir financé certaines milices ukrainiennes, et notamment le fameux bataillon Azov, qui est suspecté de sympathie néo-nazie. Mais en 2014, alors qu'on est juste après la révolution de Maïdan, c'est-à-dire Laurent Badia va faire espionner pour le compte d'un mystérieux client, dont le nom n'est jamais évoqué dans les mails, ce Kolomoïski-là. Alors, c'est très simple, c'est-à-dire on missionne un cabinet d'intelligence économique, comme on dit, en fait, d'espions, qui font faire des filatures, qui vont aller dans les hôtels où Kolomoïski a l'habitude de résider, à Monaco, à Grasse, à Cannes, à Genève, et puis qui vont fournir à Obadia, via sa secrétaire à Veolia, donc le conflit d'intérêt est quand même pas mal, tout un tas d'informations sur Kolomoïski, sur sa résidence, enfin des informations confidentielles qui n'auraient jamais dû être arrivées dans ses mains. Et il va faire pareil, effectivement, ce qu'on a évoqué au début, avec ces oligarques kazakhs, c'est-à-dire il prétend être leur communicant, c'est-à-dire il touche 15 000 euros par mois, qui sont versés d'ailleurs sur le compte d'une société qu'il a basée en Irlande, qui est plus favorable fiscalement, mais en réalité il est accusé d'avoir joué double jeu et en fait d'avoir informé et échangé sur le sujet avec Bernard Squarcini qui lui travaillait pour les ennemis de ces oligarques-là, qui étaient l'État du Kazakhstan, et donc d'avoir finalement trahi ces oligarques. Alors, quand je l'ai appelé et que je lui ai posé la question, il a toujours nié ça, il a rejeté la faute sur Bernard Squarcini, l'accusant d'avoir survendu et menti dans les notes qu'il envoyait à l'État du Kazakhstan, mais il n'en reste pas moins qu'il y a quand même des preuves assez probantes, et surtout, il m'a dit que oui, mais j'ai jamais rencontré monsieur Ablyazov et monsieur Krapounov, qui sont ces oligarques-là, ces oligarques opposants, alors qu'en fait, les documents d'imposition montrent
montre qu'il les a bien rencontrés à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, M. Krapounov m'a dit qu'on ne pouvait pas embaucher quelqu'un sans l'avoir quand même au préalable rencontré. C'était quand même quelque chose d'important d'avoir un communicant. Donc tout ça, c'est de l'espionnage. C'est de l'espionnage. Ce n'est plus du tout de la communication, c'est de l'espionnage au profit de mystérieux clients qui peuvent être des puissances étrangères. On sait qu'à l'époque, la Russie avait lancé un mandat d'Interpol contre le milliardaire ukrainien Igor Kolomoïski. Donc c'est vrai que c'était en totale contradiction avec ses activités à Veolia, mais c'est vrai qu'il a été embêté, par exemple, il a été perquisitionné dans l'affaire Bettencourt, il a été cité dans cette affaire d'espionnage d'opposants kazakhs, mais il n'a jamais été mis en examen par la justice. Il est toujours passé entre les mailles du filet, contrairement par exemple à Bernard Skorsvini, qui est aujourd'hui mis en examen pour avoir fait de l'espionnage pour avoir espionné Fakir ou pour avoir espionné plein d'autres entités qui n'auraient pas dû espionner. En tout cas, il est aussi en première ligne, Laurent Obadia, dans le dossier délicat de la fusion un peu forcée entre Suez et Veolia, les deux géants de l'eau. Alors, ce dossier, le parquet national financier enquête, et ce sera important dans les années qui viennent, les années où on aura peut-être encore Emmanuel Macron président. Le parquet national financier enquête, entre autres, étant donné qu'on sait que la justice enquête sur beaucoup de proches de Macron, mais en tout cas, lui, il enquête sur le rôle dans cette fusion un peu forcée et carrément contraire à l'intérêt général. Il enquête sur le rôle du secrétaire général de l'Élysée, donc Alexis Kohler, et Laurent Obadia est accusé des pires turpitudes, mais pour l'instant, pas judiciairement. Alors, ce qui se passe, pour rappeler un peu le contexte, c'est-à-dire qu'il y a deux géants de l'eau et des déchets qui sont Veolia et Suez. C'est-à-dire on a deux champions en France. Et qui d'ailleurs se font la guerre depuis des décennies, qui ont tenté de s'entrebouffer l'une l'autre à tour de rôle. Et Veolia, à un moment, donc sous Macron, tente de faire une OPA sur Suez pour avaler Suez. Et alors que ça n'a aucun sens économiquement, alors que ça risque de mettre des milliers de personnes sur le carreau, que des milliers de personnes risquent de perdre leur poste, alors qu'en plus ça risquerait de créer un monopole privé de la distribution d'eau, c'est-à-dire que les collectivités territoriales seraient soumises à la toute-puissance d'une fusion entre Veolia et Suez. Et en plus, ça risque aussi d'obliger, notamment en raison des règles européennes, à laisser entrer un acteur étranger dans le système. Bref, il y a toutes les raisons de ne pas en vouloir. Il y avait toutes les raisons de ne pas en vouloir, mais l'Élysée va pousser cette OPA. Et d'ailleurs, elle a réussi, puisque Suez a été réduit à la portion congrue et Veolia a officiellement racheté Suez en janvier dernier. Et bien évidemment, tout l'état-major de Veolia était à la manœuvre. Antoine Frérot, le PDG, qui va partir cet été, mais aussi son bras droit, Laurent Obadia, qui a été vraiment... On a acheté toute la place de Paris, des communicants, des journalistes, enfin tout le monde, pour faire passer la couleuvre et faire en sorte que cette fusion réussisse, alors que c'était un non-sens économique, social, enfin tout ce qu'on voulait. Et c'est vrai qu'il y a eu des choses un peu étranges qui sont quand même passées. C'est que il y a eu Suez a suspecté, enfin il y a eu des hackings de la boîte mail de dirigeants de Suez, il y a eu des filatures de dirigeants de Suez, il y a eu des gens qui se baladaient au 40e étage de la tour Suez à la Défense, qui se sont fait choper dans des bureaux, ils disaient on voulait juste admirer la vue panoramique. Donc pendant qu'il y avait cette OPA, c'est vrai qu'il y avait tout un tas de barbouzeries dont on n'a jamais pu déterminer l'origine officiellement, mais que les soutiens de Suez ont attribué à Veolia. Et c'est vrai que Laurent Obadia est l'homme de toutes les missions sensibles. Il s'appuie, d'ailleurs, il s'est appuyé sur Ismaël Emelien, parce que Ismaël Emelien, ils sont toujours amis. Quand Ismaël Emelien a quitté l'Élysée en 2019, il a fondé son cabinet de conseil, donc il a travaillé avec Laurent Obadia. Il a Veolia Emelien a Veolia comme client, et il a travaillé avec Obadia sur cette question, sur cette OPA de Veolia sur Suez. Et Laurent Obadia, c'est aussi, ça c'est quelque chose dont Marc Andevelde a déjà parlé, mais c'est aussi appuyé sur un cabinet qu'on dit d'intelligence économique, qui est plutôt de renseignement privé, qui s'appelle Axis & Co. C'est une toute petite société discrète qui est basée à Paris et à Genève et qui a été suspectée par certaines sources de Suez. Alors encore une fois, il n'y a pas de preuves, mais qui a été suspectée d'avoir hacké l'ordinateur du dirigeant de Suez pour le compte de Veolia. Et quand on s'intéresse... Ce qui serait une monumentale fraude, en fait. Ce qui serait complètement illégal, et bien évidemment, qui montrerait ce à quoi était prêt Veolia
pour avaler Suez, le tout avec la bénédiction de l'État et avec la bénédiction d'Alexis Kohler, dont Badia est aussi proche, qui a favorisé ce deal qui était complètement inéquitable et qui est même accusé, parce que le PNF, tu l'as rappelé tout à l'heure, enquête sur lui, qui est même accusé d'être sorti de son rôle et d'avoir favorisé ce deal. Donc, mais pour en revenir à Axis, parce que c'est assez intéressant, c'est vraiment la galaxie de Laurent Badia. Axis est dirigé par un monsieur qui s'appelle Jean-Renaud Fayol. Alors Jean-Renaud Fayol, c'est un ancien Syrien, quelqu'un de très très conservateur, très à droite de l'échiquier, et qui a été un peu partout, qui a combattu aux côtés de la guérilla Karen en Birmanie, qui à un moment a été accusé d'avoir voulu faire un coup d'État au Congo. Alors il y a eu une parodie de procès qui a été organisée par le dictateur Sassou Nguesso, mais lui aussi, c'est vraiment un proche d'Obadia et c'est aussi un proche d'Emmanuel Macron. Donc encore quelqu'un qui est très à droite, qui est dans l'entourage d'Emmanuel Macron, même si c'est un entourage un peu secret et certaines mauvaises langues parlent de cabinet noir. Dans cette société Axis, vous avez aussi l'ancienne journaliste qui est assez connue de la place de Paris, Mélanie Delattre, qui a quitté le métier, qui avait été pas mal condamnée pour diffamation et qui en 2018, souvenons-nous, avait publié un livre très très critique sur Jean-Luc Mélenchon. Donc la Macronie s'appuie aussi sur ces hommes de l'ombre comme Obadia et aussi sur ces cabinets d'intelligence économique qui sont prêts à faire. En réalité, ce sont des officines privées d'espionnage, quoi. Oui, ça peut être considéré comme des cabinets noirs. Donc évidemment, ça permet de faire des bases œuvres et tout ça au détriment de salariés, puisque la fusion Veolia-Suez va mettre quand même beaucoup de salariés sur le carreau. Alors, plusieurs de tes interlocuteurs ont dit, et tu me l'as déjà dit, craignent Laurent Badia, sa puissance, sa capacité de nuisance. C'est assez extraordinaire parce que quand j'ai fait cette enquête, tous les gens que je rencontrais, pourtant j'ai un peu de bouteille et j'ai un peu bourlingué en Afrique, donc on va dire que des gens peu sympathiques, j'en ai croisé, me disaient fais attention, parce que voilà, Laurent Badia n'aime pas qu'on enquête sur lui, et il me déconseille en me disant c'est quelqu'un de très puissant qui a beaucoup de réseaux. Alors moi je l'ai appelé au téléphone, il m'a répondu, on a échangé pendant 10 minutes, bien évidemment c'était pas un échange des plus cordiaux, mais il m'a répondu, on a pu confronter certains points de vue, mais ça montre à quel point ces intermédiaires-là peuvent être craints en raison de leur poste à Veolia, en raison des secrets qu'ils conservent, parce qu'évidemment, quelqu'un qui a des liens avec l'île Maurice peut savoir beaucoup de choses. Il faut savoir aussi que, par exemple, quand Laurent Fouché déménage chez Société parce qu'il doit plein d'argent à tout le monde, il déménage chez Société ou à l'île Maurice. Donc on peut se demander si ce n'était pas à l'instigation de Laurent Badia. En tout cas, c'est très troublant, ces liens vraiment entre Laurent Obadia et Laurent Fouché. Et ça nous raconte autre chose que, en fait, les affrontements un peu théâtralisés entre la Macronie et l'extrême droite qui ont pourtant marché la main dans la main et eu une stratégie commune de monopolisation du champ politique pendant au moins 5 ans. Oui, et puis c'est-à-dire qu'en fait, finalement, ces intermédiaires-là, l'argent n'a pas d'odeur, c'est-à-dire c'est des gens un peu sans colonne vertébrale qui peuvent passer d'un camp à un autre, qui sont capables de se recycler. C'est-à-dire Laurent Badia s'est recyclé, il a été très très proche de la Sarkozy, et puis à un moment, il abandonne Alexandre Joury, qui est pourtant son ami intime, il abandonne Squarcini, qui sont englués dans les affaires judiciaires, et il se met à la roue de la Macronie. Il n'y a pas que moi qui le raconte, il y a Marc Andevel qui le raconte, et il devient très très proche de Macron, au point d'être un rouage essentiel, parce qu'il faut savoir que quand même là, il n'est pas devenu ministre. On me raconte qu'il nomme les ministres, alors est-ce que c'est du fantasme ou est-ce que c'est la réalité? Mais l'OPA de Veolia sur Suez était quand même un intérêt très stratégique d'Emmanuel Macron. Alors on va voir si Emmanuel Macron est réélu, est-ce que par exemple Laurent Badia pourrait rentrer au gouvernement? En tout cas, c'est une possibilité. Ça fait partie de ces personnages un peu troubles, comme Mimi Marchand, comme Alexandre Benalla, mais qui, comme le sparadrap du capitaine Haddock, restent collés à la Macronie parce que peut-être qu'ils en savent beaucoup. Alors, combien de temps t'a-t-il fallu pour démêler la pelote de laine qui t'a conduit jusqu'à cette éminence grise de la Macronie? C'est important de le dire pour voir à quel point c'est exigeant le journalisme d'investigation. Oui, parce qu'en fait, c'est-à-dire que quand on révèle des choses sur quelqu'un, il faut être précis dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il faut être précis, il faut que ça soit circonstancié. On ne peut pas seulement relayer des rumeurs, parce qu'effectivement, on attaque une personne, on attaque une personne qui a une famille, qui a un entourage, qui tient à sa réputation. Donc il faut être le plus précis pour ne pas nuire inutilement, et puis aussi pour s'éviter un procès. C'est très important d'être exact, de ne pas seulement se reposer sur des faisceaux d'indices. Là, quand on parle du lien entre Laurent Fouché et Laurent Badia, c'est une facture d'un chalet à Megève qui a été payé en 2014 et tout ça. Et pourquoi a-t-il été payé? Quand même, on peut
se poser la question. Donc, c'est très important, ça. Et effectivement, ça prend du temps de recouper les sources, de recouper ce que vous disent les sources, de vérifier, de contre-vérifier. C'est très long. C'est très long. Moi, cette affaire-là, puisque je l'englobe un peu avec l'affaire du prêt du Front National de 8 millions d'euros, elle m'a pris plusieurs mois. J'ai commencé à enquêter en République centrafricaine en juin dernier. Et après, ça m'a pris plusieurs mois pour remonter le fil de cet argent sale, de cet argent qui a sauvé le Front National, et tomber sur, effectivement, ce qu'on peut qualifier d'éminence grise de la Macronie, ce Laurent Badia. C'est troublant, c'est très troublant. Alors merci Thomas, merci vraiment d'être allé au fond de cette affaire et de nous montrer en réalité notre réalité politique telle qu'elle ne veut pas se dévoiler, mais telle qu'elle est en réalité, et ce qui peut nous donner vraiment à réfléchir sur les interactions entre les différentes forces politiques, entre des ennemis de la lumière qui peuvent des fois avoir des connexions de l'ombre. Alors vous le voyez, le journalisme d'investigation nécessite du temps, et c'est ce temps que vous nous donnez en prenant un abonnement payant aux médias à partir de 5 € par mois. Le média, comme on le dit, risque de ne pas survivre au mois d'avril, bien entendu. Parmi vous, notre public, notre force. Beaucoup ont répondu présent quand il s'est agi de lancer des collectes pour des projets comme la matinale ou alors le pôle enquête de sa résurrection. Mais notre matelas de base, les abonnements, n'a cessé de s'user malheureusement. Aujourd'hui, même pas 1% des 715 000 abonnés YouTube ont fait le pas de nous appuyer sur une base mensuelle. Or, il nous faut 4 000 abonnés au plus vite. Soutenez-nous. Soutenez-nous. Cette matinale est la dernière en direct avant la présidentielle. Rendez-vous demain matin pour une première préenregistrée. G1000 sans ligne, notre journaliste entretiendra avec la journaliste Justine Rex, auteure d'un livre La poudre aux yeux, une enquête sur l'organisation de l'impuissance publique sur la question écologique, mais qui peut s'élargir à d'autres domaines. Dimanche, ce sera une soirée spéciale électorale organisée avec nos partenaires, les médias indépendants Street Press, Radio Parleur et Regard. Et le plus grand nombre possible d'intervenants, bien sûr. Restez connectés aux médias.